Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et aujourd'hui nous partons à la rencontre de Christophe Santini, sportif de l'extrême et recordman du triple Ironman. Vous allez découvrir une personnalité hors du commun. On ne compte plus les kilomètres parcourus à vélo, en course à pied, en natation ou en kayak. Rien ne lui fait peur. Et Christophe, c'est aussi un cœur XXL. Avec son pote Kevin, tétraplégique, ils ont réussi à boucler ensemble l'Ironman de Nice, un des plus durs au monde. 3 km 8 de natation, 180 km de vélo, un petit marathon pour finir. Christophe a embarqué Kevin dans la plus formidable des aventures. J'en ai encore des frissons. Enfin, on doit vous dire que cet épisode sort dans un contexte particulier. Christophe vient malheureusement d'avoir un accident qui va nécessiter plusieurs mois de convalescence. Mais malgré le choc, il est déjà en train d'adapter son programme, illustrant parfaitement son incroyable résistance et sa force mentale. Il nous a adressé un petit message que vous trouverez en conclusion de l'épisode. Toutes nos pensées vont vers Christophe en lui souhaitant le plus prompt des rétablissements. C'est parti pour ce 15e épisode de Mordu, Christophe Santini, l'extraterrestre venu de Corse. Bonjour Christophe, bienvenue sur Mordu. Je suis super content de cette rencontre. C'est ton agent qui m'a contacté en me disant « Écoute Mathieu, je connais un mordu d'outdoor, un aventurier de l'extrême, un ultra performeur et il serait super pour mordu. Je suis allé voir ton profil, j'ai été bluffé. Et puis alors en plus quand j'ai vu que tu étais en Corse, qui est un peu la terre d'adoption pour Laura et moi, merci de nous accueillir chez toi. C'est un plaisir. C'est le top. Alors là on va sortir un peu des sentiers battus aujourd'hui avec toi. Nous on a un podcast très glisse, kitesurf, foil, surf &co. Mais moi, quand je vois des images notamment de Kilian Jornet dans les montagnes, les images de trail et tout, moi je retrouve tout ce que j'aime dans les sports que je pratique, le dépassement de soi, la connexion avec la nature, la vie de l'instant présent. Est-ce que toi, tu peux nous dire comment t'es arrivé là, les deux pieds dans le trail et ce que tu fais aujourd'hui? Il faut savoir que tout petit, j'avais une maladie respiratoire. Et c'est vrai que jusqu'à l'âge de 8-9 ans, c'est sport interdit, tous les 15 jours des piqûres de cortisone, c'est des nuits à passer debout parce que tu peux pas respirer, enfin tout le quotidien d'un asthme sévère. Et c'est vrai qu'à l'âge de 10 ans, je fais la rencontre d'un médecin, et le bon médecin qui conseille à mes parents, au lieu de me protéger en ne faisant pas de sport, d'y aller. Au départ, c'est beaucoup de ventoline. Préadolescence, c'est un peu compliqué parce que tu te caches un peu, tu as honte de prendre tes médicaments avant le sport. Alors explique-moi là, donc t'as jamais fait de sport de ta vie avant 9-10 ans. Là, il y a un médecin qui te dit ça. Fais du sport, tu commences comment? Alors, je commence par le foot. Tu te mets un entraînement de foot? Gardien, bien sûr, parce qu'on court pas ouais. ou on court moins. C'est vrai que c'était compliqué pour moi de courir parce que, étant asthmatique, même avec la ventoline, j'avais tellement un asthme sévère que malgré tout, j'arrivais à m'étouffer. Ça a démarré dans les 30 premières minutes et j'étais obligé d'arrêter. Donc gardien, c'était pas mal. J'avais pas de course et c'était plus des entraînements un peu spécifiques gardien. Je suis arrivé avec persévérance à intégrer un centre de formation et de fil en aiguille, mon asthme s'est modifié. C'est devenu un asthme d'effort et j'ai gardé ça après toute l'adolescence. Et aujourd'hui encore, je suis asthmatique, mais j'ai tellement développé une capacité pulmonaire que si je vais être testé par un médecin, je vais avoir donc une capacité réduite d'asthmatique. Mais comme j'ai augmenté ma capacité respiratoire, je suis bien au-dessus d'un sédentaire qui est en bonne santé, quoi. Pour expliquer que le sport, pour moi, il a été vraiment salvateur. Ouais, salvateur. Et puis j'imagine que c'est aussi devenu un mode de réflexion, un mode de fonctionnement. C'est te dire, j'ai un problème, et par l'action, par le sport, j'arrive à dépasser tout ça. Exactement. Pour rendre ce que le sport m'avait donné, je me suis conditionné déjà de tout petit pour me dire plus tard, ça sera ce que tu vas faire puisque toi, ça t'a apporté énormément, quoi. Alors ça fait un lien avec le premier sujet que je voulais aborder avec toi, hein. Cette histoire incroyable avec Kevin, l'Ironman de Nice. C'est un des plus durs au monde sur le circuit Ironman par rapport au dénivelé, puisque sur Nice il y a 2000 mètres de dénivelé dans la partie vélo. Donc en sachant que j'avais quand même un attelage de 80 kilos, ça facilitait pas les choses, quoi. Ouais, donc pour ceux qui n'ont pas vu, hein, je vais expliquer et après tu vas me donner ton ressenti. Kevin ne pouvant pas pédaler ou nager, tu as fait le départ en natation, Kevin était sur un petit bateau automatique et toi tu nageais et t'as traîné le bateau sur, je crois que c'est 3 km 5. 3 km 800. 800. Faut pas oublier. Les 300 c'est long, mètres, c'est le dernier. Donc le truc incroyable, on te voit nager au milieu de tout le monde et tu files, c'est un truc de dingue. Ensuite, vélo, 80 km
avec des 180. 180 180 bornes. 180 Ah ouais, km. et donc avec un attelage de 80 kilos. De 80 kilos et 2000 mètres d'ascension. Donc la violence pas possible. Et ensuite un petit marathon où tu poussais Kevin sur un... Sur un chariot, sur la poussette qui est modifiable. Alors tu vas me dire un peu c'était quoi le plus dur, mais alors moi je vais te dire là où j'étais bluffé sur la partie natation. Comme je le disais, j'étais vu filer, je me suis dit, mais il y avait du courant dans le bon sens, ou c'était incroyable la vitesse à laquelle t'allais en tirant le bateau. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, puisque moi, sur un Ironman sec, je vois à peu près 1 heure, et là, j'ai fait 1h15, donc en tirant un bateau, tu peux t'apercevoir que sur la partie natation, j'ai pas perdu énormément de temps, quoi. C'était dur, beaucoup plus dur que d'habitude, ou... Écoute, pour te dire franchement, la natation, ça a été la partie la plus simple, parce qu'en fait, Kevin était placé à l'arrière du petit bateau, donc il se levait un peu de l'avant. De temps en temps, je me retournais vraiment parce que je le sentais plus du tout, et j'avais l'impression que de rien tirer du tout. Donc c'est vrai que j'avais ces moments où je me retournais pour voir comment il allait, et surtout il était là, quoi, parce que c'est là où je l'ai senti le moins, quoi, on va dire. Ah, je suis pas surpris, parce que sur le reportage que j'ai vu, tu parles entre chaque épreuve, et alors après la natation, mais... Oui, je suis assez frais quand même. T'étais au café, hein. Exactement. T'étais bien. Alors après, je t'ai moins vu parler. C'était un peu plus compliqué. C'est vrai qu'après la partie vélo, 8 heures de bike, là, avec le dénivelé, là, ça a été compliqué. Après, je rentrerai un peu plus dans les détails, mais ça a été compliqué même aussi au-delà de l'Ironman, puisqu'en fait, l'organisateur, donc Yves Cordier, il voulait pas qu'on ait des temps préférentiels. Pour revenir sur l'Ironman, c'est au départ, donc Pascal Olmeta est un ami, donc on se trouve à Paris, je lui propose le projet. J'ai été inspiré de l'histoire du Team Yacht des Américains, les premiers qui ont fait ça. Donc je lui propose Il y a eu un film d'ailleurs avec Jacques Gamblin. Avec Jacques Gamblin, de toutes nos forces, là, voilà, donc un super film. Et sur l'Ironman de Nice en plus. Je lui propose le projet, donc lui de suite il valide. On se retrouve au mois de décembre avec l'association, donc au repas de fin d'année. Il me présente Kevin. On propose ça à Kevin, et Kevin, bien entendu, il avait fait un petit triathlon sprint avec un ami à lui du côté d'Ajaccio, et donc il a même pas hésité une seconde, il a dit banco, on part. Après ça, on est parti se préparer au Canada. Alors pourquoi au Canada? Parce qu'on s'est un peu isolé, on se connaissait pas, et moi vraiment l'idée c'était je voulais pas participer à l'Ironman sans vraiment partager une relation avec Kevin. Je voulais pas que ça soit simplement un gosse que je mets dans une poussette que je connais pas, et de faire l'Ironman, ça aurait pas eu de sens pour moi, puisqu'on n'aurait rien partagé finalement. Le papa de Kevin, parce qu'il est pas autonome, Kevin, Pascal et moi, on s'est retrouvés isolés dans une pourvoirie Québec. Et on s'est entraîné à la Rocky 4, dans des chemins de terre, à pousser, à tirer avec un gros vélo, avec des grosses roues. En 15 jours, on a vécu vraiment 15 jours ensemble. On a partagé des rires, des moments un peu plus difficiles. Et finalement, on est arrivé à ce que je voulais, créer vraiment un rapport presque d'amitié, quoi. L'idée de départ, c'était d'emmener 5 enfants de l'association de Pascal. Ça a été validé à Nice par Yves Cordier, donc nous on s'entraîne dans cette idée-là. On est au Canada, je reçois un coup de fil, Yves Cordier qui me dit, écoute, il y a un problème, il n'y aura pas de mineurs sur l'Ironman. La fédération ne valide pas. Ça, c'est la fédé internationale, parce que l'Ironman, c'est un... Ça, c'est la fédé... Non, c'est la fédé Ironman. Ouais. Enfin, c'est la société Ironman. Qui a un gros business avec des règles. Exactement. Tout ça. En plus, il faut savoir que Nice, c'est une manche aussi du championnat du monde pour Hawaï. Il privilégie la qualité pour les coureurs. Et voilà, il me dit, écoute, le seul qui va rester, c'est Kevin. La problématique, c'est que dans le calcul du trajet, Kevin, il faisait que le bateau. Parce qu'il pèse 60 kilos, l'animal. Donc, il fallait l'emmener. Au début du projet, toi, tu t'es dit, je vais prendre un enfant de 5 ans dans la carriole, quoi. Exactement. Qui pèse 12 kilos. Et on m'a interchangé. Comme ça va aller. Voilà, ça passe. Bon, du coup, tous mes plans tombent à l'eau. Donc, j'essaye d'expliquer à Yves Cordier, moi, que peut-être sur le vélo, parce que comme sur tous les Ironman, tu as une plage de temps éliminatoire. Voilà, si tu es trop long, on t'enlève ton dossard et tu as fini ton Ironman. Moi, par rapport au test que je faisais, j'arrivais difficilement à rentrer dans le temps, quoi. Pour tout te dire, on a quand même des mots, parce que je comprends pas qu'il accepte pas ce que je lui propose, parce que je me dis, en fait, c'est pas pour moi que je cours, c'est pour Kevin, et je me vois mal faire la natation, passer 1 an à s'entraîner, et quel que soit le parcours, le message pas cool il a pas réussi. Qu'on m'arrête en plein milieu du vélo et qu'on me dise, tu lèves ton dossard, l'Ironman, il est fini. Je me voyais pas lui expliquer ça. Moi, je lui dis que d'une façon ou d'une autre, parce que j'ai un peu la tête dure, je vais le finir, avec ou sans dossard. Donc, ça monte un peu dans les tours, si tu veux, puisque lui, il m'interdira.
Mais voilà, bon, ça empêche pas le reste, donc on finit notre entraînement, on s'entraîne, on se prépare, et on arrive à l'Ironman. Et là, au moment, là, le matin du départ, c'était dans quel état d'esprit? Tu te dis, ça va être dur, mais bon, vu l'entraînement, ça va passer. Tu te dis, purée, mais j'ai une montagne devant moi, je sais pas comment je vais faire. C'était dans quel état d'esprit? Alors, préparé, j'avais aucun doute sur ma préparation, moi, perso. Je savais que j'étais prêt, je m'étais préparé pour ça. Après, ces temps éliminatoires, ça me contrariait quand même. Plus pour Kevin, je voulais absolument pas le décevoir. Il est tétraplégique, mais pas complètement. Au niveau de ses jambes, il ressent quand même, il a des fourmillements comme on peut avoir nous quand on est dans une position assise, où il est assis 8 heures dans un siège, il s'est tapé 1h15 de vélo et il va se taper 4 heures de marathon. C'est une très très grosse journée pour lui aussi. Je voulais absolument pas le décevoir parce qu'il s'était investi. Moi, je l'ai investi parce que aussi, pareil, l'idée c'était de lui donner aussi du boulot parce que comme je lui ai dit dès le départ, tu vas pas avoir le cul assis dans le fauteuil et regarder ce qui se passe. À regarder à droite à gauche et attendre que la journée se passe. J'ai eu des rapports avec son kiné qui lui a fait travailler beaucoup de gainage, beaucoup d'assouplissement pour qu'il se sente plus à l'aise dans la petite poussette. Et après, on avait mis une petite stratégie sympa où je lui disais dans les montées, parce qu'il a une main où il peut se servir à moitié quand même. Donc l'idée, c'était qu'il se soulève un peu, qu'il se déplace son centre de gravité vers l'avant pour me soulager. Et j'ai été vraiment content parce qu'en fait, j'ai ressenti dans son discours, quand il est interviewé, il dit toujours « nous ». Ah oui, et puis tu vois son regard quand vous franchissez la ligne d'arrivée. Exactement. Une fierté, il a gagné, quoi. Voilà, exactement. Il a une attitude de winner, d'ailleurs. Enfin, il s'en est un, donc non, génial, mais exactement. Et c'est vraiment le but recherché. C'était vraiment que ce soit un réel binôme et pas simplement qu'il ait cette sensation qu'on l'ait mis dans un chariot. Voilà, là, il a réellement, il s'est entraîné, il a souffert. Et on y est arrivé. Donc on fait 8 heures, un peu plus de 8 heures au vélo. C'est quoi l'ambiance dans le peloton? Enfin, je sais pas si d'ailleurs il y a un peloton, mais les coureurs, ils sont cool. Il y en a qui ont pas envie d'ailleurs, de se tu faire... peux le voir, dès que j'en parle, j'ai toujours les frissons. On était 2500 coureurs. Ça a été la folie émotionnelle parce que vraiment, il n'y a pas un seul coureur qui a pas roulé un moment avec nous et qu'on a motivé aussi parce qu'il y a des mecs qui sont venus me voir à l'arrivée qui m'ont dit écoute, merci. Parce que au-delà de ton exploit, j'étais derrière toi, je voulais arrêter, mais c'était impossible d'arrêter parce que vu ce que tu étais en train de faire, je pouvais pas moi seul sur mon vélo prendre la décision d'arrêter. Parce qu'il y en a 2-3 quand tu prends un coup sur la cafetière, quoi. Quand tu te fais doubler dans la côte par le gars qui traîne une caravane. Exactement. Pour le mental, c'est pas simple. Après l'aérodynamisme derrière, je pense que tu peux bien profiter de l'appel d'air. Exactement. Alors on a eu la chance pendant un moment donné, elle était fatiguée, elle a eu des problèmes un peu gastriques, c'était Nathalie Simon. Donc ça fait qu'on l'a croisée plusieurs fois sur le parcours, donc on a pu échanger avec elle et son coach qui la suivait. Donc vraiment, ça a été au niveau de l'ambiance entre triathlètes, ça a été vraiment. Donc ça a été un de tes meilleurs Ironman du coup. Je vais te dire plus que ça. Et je veux dire, j'ai eu 2 grosses émotions dans ma vie. Bien sûr, ça a été la naissance de mes filles et l'Ironman. Et réellement, l'Ironman de Nice, émotionnellement, ça, et d'ailleurs, je te dis, chaque fois que j'en parle ou chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a vu le documentaire de 23 minutes, les gens viennent me dire, putain, tu m'as fait chialer, quoi. Ouais. Parce que on sent l'émotion. Tu as Pascal Olmeta, Marseille, c'est la seule équipe qui a gagné la Coupe d'Europe. Et à la fin de l'Ironman, il m'a dit, merci. Émotionnellement, c'est ce que j'ai vécu le plus fort. Donc quand tu entends ça, quand même, c'est impressionnant. Il y a aussi je crois le prince Albert de Monaco, qui était parrain du défi. Exactement. Et il arrive en mode buddy, il est trop content, quoi. Enfin, c'est extraordinaire. Le prince Albert, aujourd'hui, est aussi parrain d'Antarctica Expedition Project. Il a joué le jeu une seconde fois, donc il est parrain, il va me suivre sur l'expédition. On va en parler un peu plus tard. Mais c'est vrai que quand on le rencontre, donc il valide de suite. Par contre, il nous promet pas d'être le jour J, parce que c'est un chef d'État et il a un colloque avec son épouse sur la natation puisqu'elle est ex-nageuse. Et finalement, et incroyable, il est à l'arrivée. Et on lui tombe dans les bras et c'est même plus un chef d'État, c'est devenu un réel parrain. Ah ouais, on voit là, il est vraiment à fond. Ah ouais. Je crois qu'il est aussi un peu bluffé, quoi. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il vient de faire, le mec, quoi? C'est un truc de dingue parce que lui, c'est vraiment un amateur de sport. Exactement. C'est surhumain, là. Exactement. Surtout qu'on ne doit pas passer. Alors, et ce qui est beau au final, c'est que la deadline, c'est 16 heures. On fait 14h17. On laisse plus de 500 coureurs derrière. Donc, je fais 8h17 le vélo. On perd beaucoup de temps dans la transition par rapport à, donc on est à plus de 10 minutes
parce que il faut changer L'attelage. Kevin, l'attelage il faut le modifier, il faut le ravitailler, il a une poche donc il faut regarder la poche, donc on perd beaucoup de temps. Mais on fait un marathon, on sort un marathon en 4h15. Donc si tu veux, je peux te dire qu'on double vraiment pas mal de monde et on finit en 14h17. Kevin explose encore plus puisqu'il se dit, il a quand même cette fierté de dire voilà, on avait un handicap par rapport aux autres, on arrive malgré tout à être devant des gens valides. Et c'est son discours, lui, au quotidien, hein, de dire qu'il a monté sa petite association. Et son discours au quotidien, maintenant, c'est de dire aux gens que même quand on a un handicap, même quand on a de la difficulté, voilà, avec de l'entraînement et de la volonté, on peut vivre des choses merveilleuses. Exactement. Donc c'est absolument extraordinaire. Alors on va parler de tout ce que tu as fait, mais je vais enchaîner sur ton projet sur l'Antarctique, parrainé par le Prince Albert. C'est pour l'année prochaine. C'est une traversée de l'Antarctique, je crois que c'est 1500 km 1200 km. 1200 km où tu vas traîner un traîneau de 115 kg derrière Exactement. toi. Vous êtes une poignée de personnes à avoir déjà fait ça. Enfin, toi, tu l'as pas encore fait, tu vas le faire. Est-ce que tu peux un peu nous raconter? Ça fait à peu près 2 ans que c'est dans ma tête. J'ai suivi le couple de Français qui est Stéphanie Jiquel et son mari Jérémy. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis rapproché de Stéphanie, puisqu'elle a fait du trail aussi, pour essayer d'avoir un peu son ressenti, comment on organise quelque chose comme ça, parce que c'est un environnement qui est pas le qui tien. est très Là, hostile. on est en Corse. Toi, t'es au milieu des montagnes, de la chaleur, de la mer. Là, on parle de moins 50 degrés, des vents qui doivent pouvoir tabasser. Enfin, c'est... Tout à fait. Le positif, il n'y a pas d'animal par rapport au pôle Nord, donc il n'y a pas d'ours, de loup, et donc ça, je vais pouvoir dormir au moins tranquille. Mais par contre, bien sûr, les crevasses, le vent fort, le froid, et voilà, tout ce que le polaire peut avoir d'hostile. Le deuxième truc, c'est que je suis pas du tout expert. C'est une remise en question, c'est un travail énorme pour se mettre à niveau. Parce qu'en plus, l'anecdote, c'est que je suis très frileux. Donc, quand je raconte ça fait rire les gens parce qu'ils me disent, non, mais c'est de la folie. Mais ça fait partie des défis, quoi, hein. Je veux dire, des fois, on se lance des choses où on n'a pas de lien direct avec, autrement, ça serait peut-être trop simple. Voilà. Donc, l'idée est partie de là. Ensuite, en 2018, il y a Mathieu Torder, un jeune explorateur qui l'a réalisé. C'est devenu le seul Français, donc le plus jeune, et le premier Français à avoir réalisé ça à la force des jambes. Il y a à peu près 26 personnes qui ont fait une traversée de l'Antarctique, mais il y a plusieurs façons. Il y a comme Jean-Louis Etienne avec des chiens traîneaux, par exemple, comme Mike Horn, qui l'a fait en vol de traction. Il y a des gens qui se font ravitailler à mi-parcours. Il y a toute façon de le faire, et moi j'ai choisi de le faire comme Mathieu, donc à la force des jambes, sans assistance ravitaillement, c'est-à-dire que tout mon ravitaillement va être au point de départ avec moi, donc ça représente à peu près 80 kg de repas lyophilisés pour tenir 50 jours. Donc force des jambes, ça veut dire c'est... Ski de rando avec une poulka que je vais tracter et qui va peser à peu près entre 100 et 115 kg. Ça va dépendre un peu de ma stratégie au final. Voilà, j'ai peut-être l'idée de le faire en moins de temps. Donc peut-être que stratégiquement, je vais moins me charger en alimentation. Donc voilà, c'est des... Et alors le ski de rando, t'es un skieur à la base? Tu fais un peu de ski? Pas du tout. Après, j'ai eu la chance cet hiver d'aller m'entraîner dans le Jura. Donc c'était Laurent Thévenard, le papa de Xavier. D'accord. Il est entraîneur de l'équipe de France Handi, quand même un gros niveau en ski de randonnée. Xavier Thévenard, qui vient de tenter, je crois, le record du GR20. Du GR20, ouais, dans le coin. Voilà, donc il nous a reçus chez lui. On a fait une dizaine de jours. Donc voilà, il y a rien de compliqué en fait. C'est pas tellement technique, il suffit d'avancer, quoi. Et donc toi, très rapidement, tu t'es mis sur des skis, t'as mis les pots de phoque, et tu sens que t'as ce potentiel d'endurance que t'as aujourd'hui en natation, vélo, course, t'es capable de l'exploiter à 100% sur des skis de pots de phoque. Tout à fait, puisque je te dis après, par rapport au dire de Laurent Thévenard, du papa, qui m'a dit qu'en une semaine, j'avais eu une marge de progression énorme, puisque j'ai assimilé de suite la technique de glisse. Et toi, tu peux faire ça pendant 24 heures, t'es pas fatigué, quoi. Ben écoute, voilà, c'est un peu, là, on va dire que j'ai 50 ans, j'ai un peu moins d'explosivité aujourd'hui, j'ai un peu moins, par contre, j'ai cette capacité, et c'est là où je me sens bien, c'est vraiment, je sais que je peux enchaîner de l'effort sur du très long, parce que je suis mentalement formaté pour ça. Pour reprendre l'expédition de Mathieu, qui a été faite en 50 jours, donc il a évolué entre 10 et 13 heures par jour. Je sais que je peux pousser entre 15 et 17.
J'irai pas plus vite que lui. Par contre, l'idée, c'est d'aller plus longtemps que lui. Et ça, je sais que je suis capable de le faire. Alors, dans d'autres milieux, je sais pas si dans le milieu polaire, je vais arriver à évoluer entre 15 et 17 heures. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de faire de longues journées, sachant que l'Antarctique fait 24 heures sur 24. C'est l'été austral. Donc l'idée, c'est tu fais ça à quelle période de l'année? Alors, on n'a pas le choix. C'est entre novembre et janvier, c'est l'été austral. C'est là où il fait le moins froid, hein. C'est du moins 40 de moyenne, hein. Je vais pas dire sous abri, il y en a pas, mais sans prendre en compte le vent, le ressenti. C'est ça qui fait que des fois on tombe à moins 60, moins 70. C'est en fonction de la force du vent et comme il y en a toujours, puisqu'il n'y a pas énormément de montagnes. Pour te préparer là, tu te lances ce défi, tu commences à tchatcher avec Stéphanie, Mathieu, voilà. Toi tu te dis c'est un bon challenge pour moi. À part les échanges que tu as avec ces personnes-là, qu'est-ce que tu fais? Tu lis des romans d'exploration, tu parles à des experts techniques, comment tu prépares ça? Alors ça va faire un peu enfant, mais je suis très fan de Mike Horn, que j'ai. Tout le monde est fan bon, de Mike Horn. Alors ça va, je culpabilise cool. pas. Voilà, je suis très fan de Mike Horn. J'ai lu toutes ses aventures, hein, donc Arthos au pôle Nord, en Antarctique. J'ai assisté à des conférences où il explique un peu le déroulement, et donc on apprend. Surtout moi, donc j'y vais pour apprendre, et du coup c'est une de mes meilleures sources d'apprentissage puisque il a vécu. C'est quelqu'un de Voilà, je suis très fan de Jean-Louis Etienne, de tout ce monde polaire un peu qui me fascine. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu cours 10 heures, 15 heures, 20? Il se passe plein de choses déjà. Elle revient souvent cette question parce que les gens s'interrogent, puisque combien de mortels n'a pas l'habitude de se retrouver dans des situations d'effort. Mais même, je vais te dire cette question, je me la pose moins quand tu vas être dans l'Antarctique à en chier comme un âne et tu vas être avec ta deadline devant les yeux. Que le matin, tu me disais que tu t'entraînes en moyenne 20-25 heures, voire 40 heures quand tu prépares un event. Quand le matin, tu pars pour une session de 3-4 heures, qu'est-ce que tu te racontes? Moi, je programme toute ma journée et tous mes projets se font quand je cours. Alors, je sais pas si le fait d'être oxygéné et que le cerveau est oxygéné, tu réfléchis mieux, ou je fais toutes mes programmations, j'imagine mes défis. Je pense à ma famille, je pense à un tas de choses. Il y a un tas de choses qui te passent par la tête. Même des fois des choses qu'on peut pas raconter, mais... Est-ce que tu as souvent des coups de mou, des coups de bas? Moi, je prends mon exemple perso. Quand je dois aller me faire une séance de renforcement physique, bon, il y a des fois, voilà, je suis dans une bonne dynamique, je pense à des choses cool, j'ai plein de projets, c'est chouette. Puis il y a des fois, j'ai juste dire, non mais quelle flemme, quoi. Ou des fois, tu commences une session et tu dis, oulala, ça va être long. Ça t'arrive, toi, ou c'était pas programmé comme ça? Ça va peut-être choquer les gens, mais ça fait partie de ma vie. La fatigue, je pense que chez moi, elle est devenue chronique. Alors, je la gère, bien sûr. Certains vont dire que c'est à la mode, hein, la bigorexie, atteindre bigorexie. Donc, comme on peut être addict aux drogues ou à l'alcool, moi, ça serait le sport. Donc, je suis pas spécialiste, mais je pense qu'on peut dire ça. Mais on peut le dire, voilà. Donc, et je le reconnais tout à fait, hein, puisque j'arrive quand même à pouvoir me juger et je sais que je suis en plein là-dedans, quoi. Donc, c'est vrai que le matin, en sachant que je te dis, j'ai des journées mais extrêmement remplies, tout est vraiment, j'essaye de programmer tout parce que j'ai plein de choses à gérer, hein. Je te l'ai dit en début, je suis pas un professionnel, hein, donc j'ai un boulot, j'ai une vie de famille, j'ai tout ce que monsieur tout le monde gère à son quotidien, plus 25 heures de sport à ajouter dans ce planning-là, donc tout est chronométré. Donc c'est vrai que tu accumules de la fatigue. Et c'est vrai qu'il y a des jours où se lever à 5 heures du matin et il fait nuit, il fait froid, il faut aller faire sa séance, c'est pas simple, mais j'aime tellement ça parce que le sport pour moi aujourd'hui, c'est pas simplement une séance où je vais pouvoir me défouler ou essayer de... Moi, le sport, ça fait partie intégrante de ma vie. Je dois beaucoup de choses au sport. Tu parlais tu pensais aussi à ta famille. On vient de voir passer, je crois, ta fille. Ma fille, oui, la plus jeune. Dans le jardin. Tu te lèves à 5 heures du mat. J'imagine que pour la famille, c'est un rythme à tenir, voire à subir. Là, tu dis, je vais partir en Antarctique. Bon, ça fait un peu peur, j'imagine. Comment ça s'articule ta vie d'aventurier, de performeur avec ta vie de famille? Ma famille, c'est mon moteur, tout simplement, hein. Je suis marié depuis 25 ans avec mon épouse. J'ai 2 filles, 21 et 22 ans. On est vraiment une famille très unie. On échange beaucoup, ils me soutiennent, puisque aujourd'hui, il est inconcevable de pouvoir faire ce que je fais si j'ai pas le soutien de ma famille, parce que mentalement, je pourrais pas, du coup, faire tout ça. Après, moi,
perso, j'essaye de m'imposer le repas de midi, par exemple, c'est sacré. Donc mon épouse travaille, donc j'essaye de m'entraîner pendant qu'elle travaille. Le matin, à 5 heures, bien sûr, tout le monde dort, donc je gêne personne. Quand je rentre... T'as ta femme qui, tous les jours depuis 25 ans, prend un réveil à 5 heures du mat. Elle entend plus? Ouais, elle entend quand même encore, hein. Même après 25 ans, parce que elle aime dormir, ça, voilà, c'est ce qui l'embêterait un peu. Mais bon, après, elle a pas eu de surprise. Elle m'a connu il y a 25 ans. J'étais sportif, donc j'étais dans les arts martiaux, mais je faisais du haut niveau, donc là, c'était beaucoup d'heures d'entraînement. Donc voilà, c'est pas arrivé comme ça, je lui ai rien caché. Donc elle m'a pris comme j'étais, elle savait que c'était ma passion déjà il y a 25 ans en arrière. Donc elle me soutient. Après bien sûr que mes projets ont été quand elle m'a connu, je faisais des arts martiaux, donc le risque était quand même contrôlé puisque bon, c'était des sports de combat, mais c'était quoi comme type d'arts martiaux que tu alors faisais? J'ai fait un peu tout, j'ai fait de la boxe française, j'ai fait du semi-contact. Voilà, j'ai eu des titres nationaux et j'ai eu des titres internationaux. J'ai basculé dans les sports on va dire d'endurance, c'était en 2003. J'avais 33 ans et donc là du coup je devenais un peu moins explosif pour les sports de combat, et donc je me suis orienté vers les sports d'endurance. Et de là c'est vrai qu'après ça a été crescendo, hein, parce que je suis passé du triathlon sprint à l'Ironman et après ça a été voilà, de plus en plus gros et jusqu'à aujourd'hui un projet comme l'Antarctique. Voilà, il y a beaucoup de discussions, il faut être un bon communicant avec sa famille pour faire intégrer ce genre de projet, parce que c'est vrai qu'il y a le risque zéro, il y est pas. Je vais me retrouver seul, j'ai juste un téléphone satellite et une balise pour me localiser. Donc c'est vrai que pour leur faire valider un peu le projet, parce que je le fais que si vraiment il est validé par ma famille, il faut batailler. Il faut donner des exemples, Après, ils savent que je suis quand même quelqu'un de très pointilleux dans ma préparation et que les choses, je les fais pas n'importe comment. Donc du coup, ça les rassure. Mais bon, ça n'empêche pas leur crainte. Mais ça n'empêche pas la mienne non plus, hein, parce que je suis pas, on va dire courageux, mais pas téméraire. Je suis pas suicidaire à m'engager dans des défis où je sais que je vais pas pouvoir minimiser les risques, quoi. Ça fait déjà quelques temps qu'on discute, on a évoqué plein de choses, et ce qui est dur, hein, je te le disais en préparant cette interview, c'est que je sais qu'on va pas pouvoir parler de tout avec toi, tellement il y a de choses. Notamment, on l'a évoqué, hein, donc toi, t'as fait plein de choses incroyables, donc une vingtaine d'Ironman, tu as fait cette traversée des États-Unis, 5000 km en vélo en 13 jours. Ouais. T'as traversé 5 déserts, enfin t'as fait la totale. On va pas pouvoir rentrer dans chaque boîte malheureusement, mais j'aimerais déjà que tu me dises, ça a été quoi ta plus grosse galère là dans toutes tes aventures, tous tes défis? J'en ai eu. Allez, on va dire peut-être la traversée des États-Unis sur l'organisation. Donc comme je t'ai dit, là j'organise tout moi aussi. Donc pour la traversée des États-Unis, donc il a fallu que je planifie le parcours. Donc je me suis inspiré de cette course, la Race America, qui existe, donc pour reprendre une partie de leur parcours. Mais comme j'avais envie d'aller voir des endroits quand même, tant qu'à faire, la course fait 4008 et nous on avait 5243 km. Voilà, donc mais il fallait l'organiser de France, donc sur Google Maps, après on pense que les États-Unis tout existe, mais malheureusement la réalité on s'est vite aperçu. Donc j'avais avec moi une équipe de 7 personnes. Donc il y avait 2 personnes qui s'occupaient de faire un documentaire, 2 personnes d'assistance, un kiné, un médecin et un mécano-vélo. Donc j'avais quand même la responsabilité de mon équipe puisque c'est moi qui les ai sollicités pour le défi. C'est toi qui produis, c'est-à-dire c'est toi qui investis les fonds, qui va chercher les sponsors, qui fait en sorte que ça s'équilibre, c'est toi qui est en charge de ça. Exactement. Donc du moment où je passe un projet, c'est moi qui le mène du départ jusqu'à l'arrivée. Donc c'est montage de dossier, recherche de sponsors, montage de l'équipe, montage de la logistique. Donc je m'occupe de tout, tu vois. Donc c'est beaucoup de travail et c'est sûr que quand tu es seul, tu passes à côté de choses, c'est évident. Mais bon, après on allait dans le pays de l'oncle Sam, on se dit bon, ça va, on n'est pas en Antarctique, il y a de tout. Et on s'est très vite aperçu qu'après le départ de Malibu, donc on est sur la côte, tout est là. Donc là, t'es parti de Malibu, côte ouest, près de Los Angeles. Exactement. On démarre, tout se passe bien. Rapidement, on s'aperçoit que l'alimentation, c'est une catastrophe.
en termes de ce que tu peux manger, en termes de qualité nutritive. Ah ouais, c'est quand je dis une catastrophe, je pèse mes mots parce que tu vois presque dans l'impossibilité de trouver quelque chose qui est pas frit ou pas sucré. Bah, je pense qu'au départ de Malibu, Californie, t'as dû trouver 2-3 adresses correctes, mais alors après ça... grosse traversée. Ah oui, non, mais ça arrive vite, hein. Donc une fois que tu fais 100 bornes, que tu rentres sur la 66, parce qu'on a récupéré la route 66. Ouais, et puis surtout, excuse-moi, je t'interromps, mais juste pour que les gens aient bien la temporalité en tête, hein. Donc tu t'es mis 5000 bornes, et je crois que c'est en 13 jours. En 13 jours, ouais. Donc tu t'es mis 450, tu te mettais 150 400 bornes par jour. D'accord. Ouais, c'était assez... très vite loin de Malibu. Ouais. Oui, on s'éloigne vite, oui, c'est vrai. Voilà, donc on roulait énormément, hein. On roulait presque, ça nous est arrivé de rouler 20 heures dans la journée. Tu vois, très peu de récupération. Mais en général, ça aussi entre 15, 17, tu vois, c'était quand même des longues journées avec très peu de temps de pause. Et ensuite, la seconde galère, et ça pas des moindres, les logements. J'avais pointé des hôtels, on s'est retrouvé avec des hôtels complets, mais des trucs de fou, pas de couverture Wi-Fi. Donc ça me paraît impensable aux États-Unis. Alors c'est vrai que moi je suis en Corse, je te dis bon, chez nous il y a dingue, mais ça marche où, quoi. Exactement. Il y a quelques endroits en Corse où il n'y a pas de réseau, mais c'est très rare. Donc tu te dis les États-Unis, c'est presque la 5G avant tout le monde, quoi. Mais non. En passant le désert de Mojave, tu vois, qui est juste après la Californie, tu arrives juste avant Las Vegas, avant d'arriver à Las Vegas, pas de couverture Wi-Fi, les téléphones qui passaient pas d'hôtel. Tu te retrouves le soir, tu arrêtes de rouler, il est minuit, toute l'équipe est exténuée. On a prévu de dormir dans un petit village où on a pointé un hôtel, on arrive, l'hôtel est complet, quoi. Les mecs ils nous disent non, on vous prend pas. Il faut faire 100 bornes pour aller trouver un hôtel. Tu les fais pas en vélo, par contre. Hein. Non, je te rassure, tu les fais pas en vélo. Par contre, tu es obligé de montrer que tu restes positif parce qu'en fait, tu l'es pas, quoi. Ouais. Tu as les mecs qui sont là, qui sont fatigués parce qu'ils roulent à 12, 13, 14 à l'heure derrière toi en bagnole. Ils sont aussi fatigués, voire plus que toi. Voilà, ça a été une grosse galère. Du coup, ça c'est une grosse galère. Et ça, ouais, parce qu'en fait, tu t'en es voulu, tu t'es dit, mais j'aurais dû réserver les hôtels ou Mais alors, je m'en suis voulu, oui et non, parce qu'en fait, c'était pas possible de réserver les hôtels, puisqu'en fait, je savais pas combien, tu sais, par rapport aux distances et au relief, tu sais pas comment tu vas rouler, je pouvais pas réserver un hôtel et avoir roulé 100 bornes et me dire, merde, putain, j'aurais pu encore rouler 200 bornes, mais j'ai bloqué l'hôtel. Avoir un jalon que tu rates parce qu'il y a un orage. Exactement. Alors après, on a eu la chance avec la diaspora corse, qui est quand même représentée un peu dans le monde entier, d'avoir un contact à Miami, une personne extraordinaire avec qui je suis toujours en contact, qui est d'Ajaccio et qui s'occupait d'une agence de voyage. Donc j'ai fait part de mes galères à des amis qui étaient ici, ils m'ont mis en contact avec la personne, il a repris tout ce qui est logistique. Et en fait, il était en relation permanente avec mon équipe et en fonction de où j'étais et de combien il me restait à rouler, donc on avait plus de soucis logistiques. Et au bout du 3e jour, on a commencé réellement à se mettre dans le défi et à profiter, je vais dire. Mais ce qui est trop drôle, c'est que, je te demande c'est quoi ta plus grosse galère, hein, c'est ce que je te dis, et là tu me parles des hôtels et de la bouffe, qui est absolument pas la réponse que j'imaginais. La nourriture, alors. Toi, concrètement, si tu tapes un burger ou des chicken nuggets le soir, le lendemain, ça te pénalise? Non, je vais pas dire que ça me pénalise, mais tu peux pas te nourrir sur 13 jours de chicken et de burger. L'alimentation, ça reste un carburant. Alors, je me compare pas à une F1, mais c'est comme si demain, tu viens à la pompe à essence dans une Formule 1 et tu lui mets de l'essence que tu as en station. Tu vas pouvoir rouler. Mais à un moment donné, sur plusieurs tours, tu vas avoir des problèmes de moteur. Tu l'as senti l'impact? Quand constamment tu manges ce genre de nourriture, il y a un moment donné où le corps, il a besoin de bonne énergie pour être à 100% de ce qu'il doit te donner dans l'effort, et tu l'es pas parce que tu as une nourriture qui est pas de qualité, quoi. Moi, je pensais, quand je te demanderais c'était quoi ta plus grosse galère, on arriverait forcément dans un chapitre douleur. Et c'est un sujet que je voulais voir avec toi. Je pensais que tu me dirais, j'ai eu une tendinite, au bout de 200 km, j'avais encore 100 km à faire, ou des blessures. Moi, je vois ce que tu te tartines en termes de distance, d'effort physique. T'es pas blessé, t'as pas mal partout. Le matin, quand je me lève, j'ai mal de partout, comme tout le monde. J'ai des douleurs. Quand tu fais du sport d'extrême, si tu écoutes
ton corps, tu fais pas de sport d'extrême. Quand tu fais des enchaînements dans les déserts où tu vas courir 6 jours non-stop ou avec des grosses journées d'enchaînement dans des milieux hostiles, des douleurs, tu en as, mais j'apprends à vivre et à passer outre la douleur. Juste un petit exemple pour pas être trop long, c'est sur le désert du Chili, donc c'est 5 déserts. C'est le deuxième désert, donc il est dans le désert d'Atacama au Chili, il fait 50 degrés. La particularité des 5 déserts, c'est pas de les avoir enchaînés, c'est de les avoir enchaînés en 10 mois. Donc c'est 250 km en autosuffisance, et j'ai enchaîné ça toutes les 6-7 semaines. En sachant qu'on te préconise un marathon, voire 2 marathons par an, j'en ai enchaîné plus de 40. Donc après mon désert de Gobi, qui était le premier désert, j'ai eu une rupture, un arrachement de la tête de la malléole. Donc radio, IRM, et donc le médecin vient, il me dit monsieur, vous avez un arrachement de la tête de la malléole, donc qu'il a fallu que je poste sur Facebook parce que pour montrer aux gens que c'était vrai, parce que je me suis plaint pendant la course et les gens ils pensaient que c'était un peu du fake, juste pour se dire style je suis blessé et je fais 3e au final, tu vois. Mais pour te dire que la douleur était là, donc je l'ai caché à l'organisation, parce que sinon c'était fini. Je suis parti avec la blessure, donc contre l'avis des médecins, et je suis arrivé à boucler mes 6 jours d'étape avec la douleur. Et je te dis, on est 250 coureurs, je fais 3e au général. Donc voilà, tout ça pour te dire que le matin donc j'avais des compagnons de tente avec qui on échangeait, et tous les matins c'était pas évident que je démarre parce que j'avais la cheville qui était enflée, des douleurs atroces. Tous les matins, je me disais, allez, on démarre et on va voir. On partait, j'avais la douleur, et après, doucement, la douleur est partie, j'arrivais à la contrôler, à la dépasser. J'ai cette faculté alors c'est pas un super pouvoir, hein. Ça fait quelques années maintenant que je suis sur des sports d'extrême, du très long, et forcément, si tu n'as pas cette faculté à la gérer et à passer au-dessus, tu décroches très vite de ce genre de sport, quoi. Un truc que je fais pas de marathon. La bonne raison, c'est qu'en 2003, j'ai commencé à me préparer, je courais toujours un petit peu. Je me dis tiens, je ferais bien le marathon de New York, à l'époque, c'était pas très compliqué de s'inscrire. Je commence à m'entraîner, et très rapidement, je commence à avoir mal au genou, je vais voir le médecin, je vois que j'ai les hanches qui sont bousillées parce que j'ai fait du sport de haut niveau, et que le mec me dit écoutez, falloir arrêter tous ces sports comme ça. Et effectivement, c'est un truc que je ressens, c'est que tu vois, aujourd'hui, moi je peux pas m'envoyer des grosses randos, je peux pas envoyer des grosses marches, parce que tout de suite, je vais avoir les hanches et les genoux, mais on fire. Quand je te dis on fire, c'est que je prends des coups de marteau sur les genoux, quoi, tu vois, assez rapidement. Quand je t'écoute, toi tu me dis, non mais écoute pas ton médecin, t'as mal, pousse, et ton corps va s'adapter. C'est ce que je m'applique à moi. Tu sais, j'ai un stade 4 à mon genou gauche, donc je suis arthrosé puisque on m'a levé le ménisque. Donc le matin je cours, j'ai mal, la douleur, je le sais, elle arrive, elle s'en va, je la contrôle. Après, si tu veux, si je dois écouter aujourd'hui mon médecin et les spécialistes, aujourd'hui c'est du canapé et du tricot. Donc alors pareil, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin avec qui on a beaucoup échangé sur Monaco et qui m'a opéré de mon genou, et on a abordé un peu le thème des douleurs et de ce que ça allait engendrer plus tard. Et il a eu en fait la réponse que je rêvais d'entendre, et que je pense que toutes les autres réponses je les ai un peu occultées, mais celle-là je l'ai intégrée. Il m'a dit que dans le monde entier, il y a des gens qui ont des douleurs, qui font pas forcément du sport, et que tout être humain, à terme, on aura tous des douleurs, de l'arthrose, alors avec plus ou moins de degrés. Mais le professeur m'a dit, écoute, si c'est ta passion, vis-la. Il a dit, et laisse le temps, au plus tu vas tarder à faire les choses, et au plus il y a une évolution dans la médecine. Et si un jour tu as un stade 4, donc les prothèses, c'est peut-être à terme une prothèse qu'il va me falloir, mais il m'a dit, si ça tient 10 ans, autant dans 10 ans, il y aura des petites prothèses comme ça, où on aura trouvé un produit qui va changer voilà. Donc, en fait, je vis ma passion, je me pose pas trop de questions sur comment tu seras à 70 piges. Voilà, exactement. Je vis. Et t'auras un genou, électronique. Voilà. Si demain, à 65 ans ou à 70 ans, on me dit, voilà, il vous faut 2 hanches en titane et un genou en électronique,
je l'accepterai. Je ferai du kayak, puisque j'aurai les épaules un peu plus protégées. Voilà, donc... Ah, c'est ce que je fais avec le kite et le surf. Voilà, exactement. En fait, je suis tellement passionné de sport que je suis pas focalisé sur une activité. C'est-à-dire que si aujourd'hui on me dit, voilà, vraiment tu peux plus courir, tu peux plus courir, ben, je vais faire du vélo. Si on me dit que je peux plus faire du vélo, je ferai du kayak. Il y aura toujours, voilà, il faut que je me dépense et voilà, j'ai plein de projets dans la tête, même en kayak. Pourquoi pas un tour de Corse, hein. Ça n'a jamais été fait, tu vois. Voilà, l'idée elle est là, quoi. C'est de toujours rebondir sur quelque chose et jamais me laisser arrêter par quoi que ce soit. Après c'est mon choix. Bien sûr que les médecins surtout qui vont écouter mon discours vont dire il est complètement dingue. Mais voilà, j'ai 50 ans, je te dis, je suis bourré de petites douleurs. Oh, t'as l'air en forme, hein. Ça va. La forme est là, mais avec la douleur. Mais bon, mais je te dis, c'est pas quelque chose qui fait que ça stoppe mes envies de faire des défis ou autre chose, quoi. Moi, le sport, c'est vraiment une façon de déconnecter de mon quotidien, quoi. Tu vois, c'est vraiment mon espace de liberté. Toi, le sport a une place tellement prépondérante dans ta vie, avec quand même des stress qui s'appartent. C'est pas, tu dis que c'était pas un pro, mais parce que t'as un boulot à côté, mais c'est quand même presque une activité professionnelle avec des projets que tu montes, un investissement fort en termes pro, familial et tout ça. Comment tu déconnectes de ça, toi? C'est quoi ta petite bulle de liberté, sans pression, sans douleur, aujourd'hui? Tu sais, aujourd'hui, je suis même pas quoi te répondre parce que bon, la déconnexion au quotidien, c'est le temps que je passe en famille. Voilà, on va se faire un petit resto, on part un peu en vacances. Ma famille me fait déconnecter, mais en fait, même en vacances, je fais du sport. Comment dire? C'est même pas une question que ma famille se pose. Quand on part en vacances, ma femme me dit, tiens, n'oublie pas ses baskets, parce qu'elle sait que je vais courir le matin. Le sport, comme je t'ai dit au départ, c'est même plus une activité physique pour moi. Je me lève le matin, le sport, c'est comme respirer, tu vois. Ouais, donc, ouais. Toi, tu dors, tu manges, tu respires et tu fais du sport, voilà. Il y a des gens, ça marche pas, quoi. Exactement. Il y a des gens qui parlent de sport comme une activité qu'ils font en plus dans leur vie. Moi, elle fait partie de ma vie. En fait, j'ai même pas besoin de déconnecter parce que c'est réellement quelque chose qui fait partie de moi. Alors, il y a un petit truc que j'ai pas encore évoqué avec toi qui m'intéressait, hein, c'est une des premières lignes de ton palmarès, c'est le record du triple Ironman que t'as tapé en 2014. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le triple Ironman? Alors ça, pareil, c'était un défi fou que je me suis lancé il y a quelques années. Encore en Corse, hein, bien sûr, parce que c'est vraiment mon terrain de jeu. Je suis triathlète à la base et le jeu, c'était de faire un tour de Corse en enchaînant 3 Ironman. Donc voilà, c'était un pari quand même assez... Donc Ironman, on le refait, hein, 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et un marathon. Et un marathon. Donc triple Ironman. C'est enchaîné 3 fois ça en 3 jours. Alors on a même dépassé en vélo, il y a eu le deuxième jour, au lieu de 180, on a fait 200 bornes parce que bon, on l'avait tracé plus ou moins sur l'île, mais voilà, après encore une fois, quand on est sur place, ça se passait pas comme on voulait. Donc ça fait 750 km, 640 km avec plus de 15 000 de dénive en vélo et en course à pied tout confondu, hein. Donc et la natation, on la faisait si tu veux perpendiculaire au bord, pour pas perdre 4 km sur le tracé, quoi. Donc on allait d'un point à un autre, mais perpendiculairement au rivage. Et donc on a enchaîné ça en 3 jours. J'ai été régulier puisque on sort ça en 33 heures. Ça fait à peu près 11 heures par Ironman. Ce qui est un temps pas mal, non? Ce qui est un bon temps, on va dire, à sec déjà. Donc on était quand même assez content au final. Voilà, c'était encore une fois une aventure humaine, voilà, parce qu'en fait, moi l'idée c'est toujours ça, hein, c'est plus l'aventure humaine que je greffe autour que le record à proprement dit, quoi. Le fait d'être là avec vous aujourd'hui, ça fait partie voilà, sur un projet de rencontre et en fait, ce qui booste ma vie, c'est ça, c'est de rencontrer le plus de monde possible et moi c'est tout ce qui est préparation. Après, l'objectif c'est la cerise sur le gâteau, mais moi ce qui me fait aujourd'hui avancer et créer des événements, c'est tout ce qu'il y a en amont, toutes les rencontres, toute la préparation, rencontrer les gens dans les spécificités de préparation et dans l'alimentation, voilà, travailler sur tout le montage.
Après, une fois que je suis sur mes skis ou sur mon vélo, Il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. Voilà, exactement. Le plus beau est fait pour moi. Ah, c'est super. Je voulais parler avec toi très rapidement de la Corse. Là, si on va pas avoir le temps de le faire aujourd'hui, mais imaginons là, on a 2 heures et tu veux me proposer le truc le plus sympa à faire. Je sais pas si c'est une balade en vélo, je sais pas si c'est une marche, je sais pas si c'est un truc courir. Tu m'emmènes où, on fait quoi là? Là, tout de suite, si je dois t'emmener dans un endroit où tu vas quand même en prendre plein les yeux, c'est le lac de Bastiane qui est au-dessus de Ghisogne. Voilà, qui est un lac naturel. C'est un poster, quoi. C'est un poster que tu as devant les yeux, mais voilà, c'est ce qui me vient à l'idée là tout de suite, mais tu as 100 spots à 10 bornes à la ronde, quoi. Christophe, on arrive à la fin de ce podcast, c'était génial, c'était top. Pour conclure, je pose toujours cette question. Si tu souhaitais, toi, écouter quelqu'un dans Mordu, ça pourrait être qui? Alors, je te l'ai dit, je suis très fan de Mike Horn, mais je vais pas le choisir parce que je l'ai tellement lu et écouté qu'aujourd'hui, bon, je pense connaître pas mal de choses sur lui. Il y a un sport auquel je m'intéresse beaucoup sans le pratiquer, c'est la voile et les grandes traversées en solitaire des marins. Et c'est vrai que François Gabard, c'est quelqu'un que j'aimerais écouter parce qu'il a peut-être beaucoup de choses à m'apporter. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes entre mon projet en Antarctique et son projet à lui de traverser, puisqu'en fait on est tous les deux en solitaire. On monte un projet où il faut partir à la pêche aux sponsors, à la pêche embarquer du monde. On a une équipe, faut gérer de l'équipe parce que même si on fait quelque chose de solitaire, il y a toujours une équipe qui est là présente avec nous et qui gère beaucoup de choses. Donc réellement, ça m'intéresserait de l'écouter parce que je pense par son expérience, il a beaucoup de choses à m'apporter pour mon projet perso à moi aussi. Ouais, et puis c'est quelqu'un qui a l'air d'être aussi pareil comme toi, très généreux, très ouvert sur plein de pratiques, il fait de la voile, il fait du surf, il fait plein de choses, c'est quelqu'un qui... Exactement, c'est quelque chose, voilà, c'est ce que je ressens moi de l'extérieur, mais bon, je pense que je me trompe. Eh ben, on va poker François quand on diffusera cet épisode, et j'espère qu'on l'aura. Bon, mais ça serait un plaisir de l'écouter en tout cas. Christophe, c'était ultra cool. Merci pour ton accueil. Bravo pour tout ce que tu fais. Et j'ai déjà hâte de te suivre là sur tes prochains exploits et défis. C'est absolument incroyable. Mais merci à vous aussi de m'avoir écouté. J'ai un peu ce défaut d'être passionné et de parler puisque c'est là on s'aperçoit réellement que c'est ma vie et en tout cas ça a été réellement un plaisir de vous recevoir et de partager ce moment avec vous, quoi. Canon. Merci Christophe, ciao. Merci à vous. Bonjour à tous, je suis Christophe Santini, athlète de haut niveau. Comme l'a dit Mathieu, j'ai eu un grave accident qui a entraîné une double fracture cervicale C1 et C2. À présent, mon objectif numéro 1 est de rebondir en entamant une convalescence et une rééducation. Les mots d'ordre dans ce nouveau challenge sont résilience et patience. Merci encore à Mathieu et Laura pour ce podcast. À très bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que vous avez autant aimé que moi cette rencontre avec Christophe. Il va passer plusieurs semaines au CERS de Cap-Breton. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message sur son compte Insta. Je suis sûr que ça l'aidera dans sa rééducation. C'était le 15e et dernier épisode de la saison 1 de Mordu. Un grand merci à nos invités, tous plus incroyables les uns que les autres. Un grand merci à Laura, co-réalisatrice de ce podcast, et à vous, nos auditeurs, pour votre enthousiasme, votre énergie et vos feedbacks. La bonne nouvelle, c'est que Mordu revient pour une saison 2 très bientôt. Nous vous réservons de nombreuses surprises, avec de nouveaux formats et intervenants. Suivez-nous sur Insta et Facebook, on vous raconte tout ça. À très vite sur Mordu.